Le jeu vidéo est passé au fil du temps d'un loisir de niche à une industrie culturelle florissante, regorgeant de titres et de franchises à succès, au point qu'on croule aujourd'hui sous les propositions de jeux. Comme nous l'avons déjà vu, face à cette affluence et aux logiques du game as a service, qui pompe une grande partie du temps des joueurs, les titres des gros studios avec leur budget XXL peuvent ne plus être aussi profitables qu'auparavant. Même les plus gros et réputés des studios ne sont plus à l'abri d'échecs patents, d'Anthem de BioWare à Concorde. Alors on joue la sécurité, en ressortant des énièmes itérations de séries à succès, avec des Call of Duty, des Assassin's Creed, des God of War et j'en passe. Mais les suites peuvent également être risquées, car une comparaison est possible avec les opus précédents, comme en témoigne l'accueil du dernier Doom Dark Ages, un bon titre jugé par certains moins bon que son prédécesseur de 2020. Alors y a-t-il un autre moyen de jouer la sécurité ? Oui, en s'appuyant sur la fibre nostalgique des joueurs en ressortant des gloires passées. Vous n'êtes pas passé à côté des portages, remasters, remakes et reboots de ces dernières années, entre les anciennes exclusivités consoles qui sortent maintenant sur toutes les plateformes, les remasters qui s'enchaînent, les remakes qui se vendent à 10 millions de copies comme Resident Evil 4, et même les reboots qui veulent revoir toute l'expérience de jeu pour relancer une série sur de nouvelles bases, comme la saga Tomb Raider. Cette fibre nostalgique s'appuie sur les joueurs vétérans, prêts à relancer une expérience de jeu similaire à leur passé de gamer pour y déceler les changements, mais peut aussi s'appuyer sur un nouveau public, qu'il s'agit alors de conquérir en agitant de vieilles gloires remaniées sous leur nez. Mais entre les appellations diverses, les remasters paresseux, les remakes boudés pour avoir cassé une partie du jeu d'origine comme 13 Remake, on a parfois l'impression qu'il y a anguille sous roche. Ce temps de la nostalgie ne sera-t-il donc qu'une manière de faire de l'argent en capitalisant sur des gloires passées pour satisfaire des studios qui ne souhaitent pas se risquer à proposer quelque chose de neuf ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Captain Cast sur le temps et le jeu vidéo. Il y a une époque pas si lointaine où les titres n'étaient publiés que sur une poignée de consoles spécifiques. Les outils ou pratiques de développement ne sont en effet jamais totalement les mêmes selon qu'on code pour diverses machines, même si des moteurs plus récents permettent de fluidifier les pratiques. On a bien vu que cela pouvait donner des résultats catastrophiques au moment de la sortie de Cyberpunk 2077, entre les bugs déjà présents sur les plus grosses machines, mais aussi une injouabilité criante sur consoles plus vieilles. C'est même soldé par une politique extensive de remboursement de la part de CD Projekt. Dans tous les cas, les consoles comme les PlayStation, Xbox ou consoles Nintendo avaient dans les années 2000 et 2010 des catalogues différents de titres, qui pouvaient même conditionner l'achat d'une de ces consoles. Pourtant, la politique de portage s'est aujourd'hui démocratisée. Tous les jeux PlayStation commencent à sortir sur PC quelques mois ou années après leur sortie initiale, et les exclusivités commencent à s'étioler, comme par exemple les Marvel Spider-Man ou encore les God of War. Si cela permet aux studios d'étendre à moindre frais leur public, si ce n'est pour les coûts et tentes de portage, cela questionne pourtant sur le choix des consoles, plus si important. À quoi me sert une Xbox et une PlayStation si tout sort sur PC, et inversement? Il y a tout de même deux exceptions à ce mouvement d'extension des portages. D'abord, on trouve le conservatisme des consoles Nintendo, gardant jalousement leurs titres pour leur propre console, au milieu des Fire Emblem, Mario ou Pokémon. Cela permet de se rendre indispensable aux joueurs qui veulent continuer de jouer au Mario Kart et au Zelda, et peut expliquer le succès fulgurant de la Switch 2 avec 3,5 millions de consoles vendues en 3 jours. Le PC est en partie dans le même cas, dominé par quelques grands constructeurs d'hardware et par la mainmise logicielle de Windows, à part 2-3 personnes perdues sur Linux, sur lequel on retrouve des genres entiers absents des consoles, notamment dans le monde de la stratégie et de la gestion, entre les Europa Universalis et les StarCraft. En tout état de cause, les portages diversifient à moindre frais le public, en écrasant les différences de hardware, et représente un bon moyen de capitaliser sur le temps de développement. Mais lorsque le portage est un vieux titre remanié pour être lancé sur des consoles de générations différentes, ou sur un hardware plus récent, on parlera plutôt de remaster. Les remasters sont des sortes de portages, dans le sens où le seul changement avec le titre original est celui d'améliorer la résolution, pour les portages les plus feignants, ou de modifier les textures en HD, voire de recréer entièrement le moteur de jeu, pour bénéficier des dernières avancées en la matière. Dans tous les cas, un remaster ne touchera normalement ni au scénario ni au gameplay, si ce n'est à la limite pour quelques ajustements bienvenus, comme un meilleur système de sauvegarde ou une interface un peu plus claire. Dans la catégorie de la fainéantise, lorsqu'on a l'impression de voir uniquement comme cahier des charges le fait de ressortir un vieux titre pour le vendre, on trouve pas mal de jeux, comme par exemple Star Wars Battlefront HD,
ou le très fameux Warcraft 3 Reforged. Dans ce dernier, malgré les promesses de Blizzard et les graphismes, le jeu est bien plus lourd, empêche de lancer les anciennes versions du titre, et donc tous les modes développés par la communauté, ce qui rend le titre très décrié. On trouve aussi des versions remaniées de jeu, sorties à peine quelques années plus tôt. Skyrim est l'exemple le plus fameux, ressorti plusieurs fois en différentes versions en 10 ans, tout comme The Last of Us en encore moins de temps. Cela ressemble en ce cas bien plus à un portage qui ne dit pas son nom, puisque Remaster suppose d'avoir travaillé un peu plus sur le titre. De l'autre côté, on retrouve des remasters bien plus aboutis, comme le premier Halo qui permet en un clic de passer d'un moteur de jeu à l'autre, ce qui permet de comparer les graphismes et de revivre les anciennes expériences, en plus de proposer, dans la version remaniée, des graphismes témoignant d'un vrai effort de redesign et de reconstruction. En tous les cas, les remasters permettent aux joueurs de redécouvrir avec confort des vieux titres qu'ils ont écumés plus jeunes, avec 2 difficultés majeures. La première est que le changement de texture peut altérer le sentiment qu'un joueur a, comme les couleurs plus ternes du remaster d'Oblivion, ce qui fait qu'on a l'impression de perdre légèrement l'âme d'un titre. L'autre difficulté est que les nouveaux joueurs à gagner à la cause pourraient être rebutés par un gameplay qui est assez ride, sauf si ce gameplay est resté aussi neuf et révolutionnaire qu'à sa sortie. Un Oblivion, même avec de belles textures, garde des combats légèrement rigides, là où un FPS comme Halo ne perd pas grand chose, car déjà redoutablement efficace à toutes les époques. Quand on veut aller plus loin qu'un remaster, on parle de remake, pour revoir des pans entiers du titre, mais toujours dans les limites du titre originel, avec son univers, ses personnages, son scénario et certains éléments de gameplay. Ou de reboot, lorsqu'on sort définitivement du cadre du jeu originel. Pour les remakes, il s'agit souvent de pallier au vieux gameplay du soft d'origine, en le dynamisant, voire en le transformant complètement, assorti ou non d'ajustements scénaristiques. Resident Evil 4 Remake garde ainsi sa structure et sa caméra d'épaule, mais avec un gameplay plus dynamique, des séquences retravaillées et quelques twists, là où Resident Evil 2 Remake transforme tout un soft en caméra fixe en vue d'épaule, ce qui implique encore plus de retravail. On peut même changer de genre, avec un Final Fantasy VII Remake qui passe d'un RPG au tour par tour à un action RPG avec ses esquives et ses types d'attaques, en étendant en plus des tas de zones et en divisant l'histoire en 3 jeux complets. Le remake joue ainsi encore plus sur la nostalgie des joueurs, en essayant de jongler entre la tradition et la modernité, poussant le vétéran à écumer tous les changements avec un nouveau sentiment revisité d'exploration d'un titre pourtant connu. Pour les nouveaux venus, ce sera plutôt l'occasion de découvrir un titre iconique avec un gameplay à neuf. Et si l'histoire est iconique, de créer ainsi de nouveaux adeptes qui auront peut-être envie de s'intéresser à la franchise, à la manière des Yakuza Kiwami. Reste que le remake est plus risqué. Le changement de genre peut par exemple aliéner une partie de l'ancien public. Rebooter une série est encore plus complexe. Un reboot consiste à utiliser une marque existante mais à lui donner une deuxième vie avec de nouveaux graphismes, un nouveau gameplay, mais cette fois-ci une toute nouvelle aventure pour restaurer le goût de la découverte des anciens joueurs tout en proposant un univers déjà connu à un nouveau public. En 2004, Ninja Gaiden passait ainsi en vue 3e personne. Tomb Raider a laissé sa plateforme et a adopté l'action-aventure façon Uncharted. XCOM en 2014 restaurait un classique en fluidifiant le gameplay. La distinction reboot et remake n'est pourtant pas toujours claire. Quand Call of Duty restaure son Modern Warfare en 2018, pour une toute nouvelle histoire, il capitalise largement sur la série, et est davantage une suite qu'un vrai reboot, à part qu'il y a le retour du Captain Price. Aussi, certains reboots peuvent être largement ignorés par le public, comme le reboot de Saints Row, qui n'est plus qu'un sous-GTA bâclé, et qui a donc empêché la série de revenir sur le devant de la scène. Au milieu de ces portages, remasters, remakes ou reboots, vous notez qu'il y a l'idée de remettre une lointaine expérience entre nos mains, de faire appel à la nostalgie, à notre histoire avec la franchise, la série ou le soft proprement dit. Mais pourquoi ne pas faire simplement une suite, me direz-vous ? Parce que c'est plus simple. Une suite doit marcher dans les traces d'un aîné en proposant suffisamment d'innovation pour justifier son prix, avec un nouveau scénario ou encore de nouveaux éléments de gameplay. Faute de quoi, elle sera comparée négativement à son aîné. Pire, une suite tout juste ok ennuiera rapidement les joueurs, qui auront l'impression de rejouer au même titre. Et seules les licences les plus connues, comme Assassin's Creed ou Call of Duty, ont la base de joueurs suffisante pour se permettre de ne jamais trop innover. Il est donc plus simple de zapper la suite et de revenir à une gloire passée, voire même de repartir de zéro avec les reboots et certains remakes pour des éléments de gameplay. Après, ces décisions doivent aussi être considérées en fonction des risques et opportunités. Et comme vous le savez, les investisseurs qui ont massivement cru dans le média en 2020 commencent à se retirer progressivement pour écumer d'autres types de médias ou d'autres types de jeux vidéo. Pour eux,
je pense qu'il est plus simple de leur vendre un remake ou un reboot qu'une suite, ou pire, qu'un nouveau titre. Dans un média saturé, faire un nouveau jeu fait peur, et faire une suite d'un jeu à succès peut aussi faire peur. Comment capter son audience, les différents types de publics, avec quel gameplay, quel scénario, quel univers, et pour les plus gros studios, comment être rentable en se faisant. C'est là qu'interviennent les portages, remasters, remakes et reboots, qui proposent une vraie sécurité pour les éditeurs et développeurs. En capitalisant sur la nostalgie des vétérans et en remaniant les expériences pour attirer de nouveaux joueurs, il s'agit alors de capitaliser sur la créativité d'anciens titres pour les mener dans le monde contemporain, avec quelques nuances en fonction du type de refonte proposé. C'est un pari souvent gagnant. Les vieux joueurs plus enclins à revenir sont plus riches que les jeunes joueurs, et si le jeu est connu, il attirera également de nouveaux joueurs qui veulent découvrir l'histoire et la culture vidéoludique. Mais à trop faire des remasters, remakes et reboots, on finit par se reperdre une nouvelle fois dans le travers de l'industrie. Trop de titres équivaut à trop de confusion pour le public, qui commence même à souffler face à des remasters feignants, comme ceux de Star Wars Battlefront. Pour 10 millions de copies d'un Resident Evil 4 remake, on retrouve ainsi de plus en plus de remakes tombant dans l'oubli à peine après être sortis. Reste que si les efforts financiers pour le sortir sont suffisamment bas, cela peut rester rentable pour les entreprises. La nostalgie a donc du bon, mais à trop nous servir du réchauffé, on peut aussi finir par s'en lasser.